מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. Moreno Arav, le Gaon Mevilna, quand il voyait les gens à la sortie de la première fête de Sukkot ou de Pesach, il disait Shavua Tov, alors il leur disait non, il ne faut pas dire Shavua Tov, il faut dire Moadim li Simha. On est encore dans la fête. La fête, il faut jusqu'à la fin de la fête, on dit Moadim li Simha. Chez nous, on dit Kolehai. Comme ça, Bezrat Hashem, à l'année prochaine, Bezrat Hashem, toujours dans la Simha. Nous aussi, on souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, Moadim li Simha, Hagim Uzmanim li Sasson. Aujourd'hui, c'est la Iloula de notre maître, Rabbi Shalom HaKohen. Rabbi Shalom HaKohen, c'est un grand Talmid Chacham qui est très connu donc, en Tunisie. Et on a connu aussi son fils, sur qui on a parlé beaucoup, Moreno Harav, Rabbi Khalfoun Moshe HaKohen. Alors, c'était qui Rabbi Shalom HaKohen? Rabbi Shalom HaKohen, il est originaire de Djerba, et c'est une personne que Baruch Hashem. Il a grandi dans la Torah, c'était un grand Talmid Chacham, mais aussi, il était très très riche. Et Baruch Hashem, il a su exploiter tout ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. Bien sûr, il a compris sa mission dans la vie, c'est l'Imouda Torah, Ma'asim Tovim, ça c'était comme on dit chez nous, dans la poche. Mais à part ça, il a su utiliser son argent, donc dans le bon sens. Alors en dehors de son étude personnelle, alors il a pris en charge ce qu'on appelle donc des avrechim, ce qu'on appelle à l'époque un mahzik. Il a pris 2 Talmidei Chachamim et eux, ils étudiaient toute la journée et il leur donnait un salaire tous les mois. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système de Yissachar et Zebulun. Zebulun, c'est le commerçant. Yissachar, il étudie la Torah. Alors, vu que Zebulun n'a pas le temps pour étudier, Yissachar, il étudie pour lui. Et en contrepartie, Zebulun, il donnait l'argent, il donnait un salaire à Yissachar. Alors maintenant, Moreno Harav, il faisait ça, et parmi les Talmidei Chachamim qu'il avait pris, il a pris 2 grands Talmidei Chachamim, Rabbi David HaKohen et Rabbi Yaakov HaKohen, que eux-mêmes, ils ont sorti beaucoup de Sfarim. Il était très connu dans la communauté djerbienne. Mais malheureusement, à un moment donné, sa richesse n'est pas restée. Pourquoi? Parce que, comme on sait, toujours malheureusement les pogroms contre les juifs. Il n'y avait pas seulement dans les pays de l'Est, mais malheureusement aussi dans le Maghreb, en Afrique, aussi partout dans le monde, il y a eu ces problèmes. Et c'était une période, on s'appelait Am al-Khuda. C'est quoi al-Khuda? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et malheureusement, les habitants de la ville, ils se sont révoltés contre les Juifs. Et bien sûr, la première des choses qu'ils ont essayé de faire, c'est les piller, leur prendre tout leur argent. Et surtout, les riches de la ville, ils étaient très, très, très touchés. Et parmi les gens qui étaient touchés, Moreno Harav aussi, Rabbi Shalom HaKohen, alors lui, il a eu 2 problèmes. Premier, que comme tous les autres, on est venu chez lui, on lui a pris dans tout son argent, mais il avait aussi, on raconte, il y avait son serviteur qui était Avdo Ne'eman, qui travaillait chez lui et qui lui faisait énormément confiance. Il lui a dit, Kvod Harav, moi, je vous prends en charge, gardez votre argent chez moi, et Bezrat Hashem, une fois que les problèmes y partent, alors vous aurez tout ce que vous m'avez transmis. Mais malheureusement, ce serviteur, il s'est révolté contre lui, et c'est pas seulement lui qui lui a pris son argent, et même il appelait toutes les personnes qui ont fait du mal aux Juifs à l'époque. Ils sont venus, ils ont pillé tout ce que leur il avait. Alors on dit aussi qu'il y a des gens qui l'ont trompé dans les affaires qu'il faisait. Alors Moreno Harav, à un moment donné, vu l'état de pauvreté dans lequel il se trouvait, il a fallu trouver un travail. Il a été appelé par les Juifs de la ville de Zarzis. Zarzis, à l'époque, elle venait
Donc c'est une ville qui venait de monter. Et bien sûr, une ville sans rave, on ne peut pas vivre dedans. Le Rambam il dit, quand quelqu'un il veut habiter dans une ville, il faut s'assurer qu'il y a un rave, qu'il y a une synagogue. Aujourd'hui aussi, il faut s'assurer qu'on a la souka aussi et qu'on a la possibilité de la faire. Malheureusement, ça aussi, c'est comme on dit, c'est encore un autre dossier. Et donc, les habitants de la ville, alors, ils ont fait appel à Rabbi Shalom Cohen, il est venu là-bas. Son fils, Rabotai, je vous raconte toutes ces histoires et ces anecdotes. Il y a surtout le livre Hachmé Zarzis, qui est écrit par notre ami Rabbi Binyamin Fenesh. Il a fait des très beaux livres. Donc, il a parlé sur Rabbanim de Zarzis, sur Ben Gardan aussi. Il a aussi sorti donc, une bande dessinée très intéressante, en hébreu maintenant, aussi en français, qui s'appelle Revid HaZahav, dans laquelle il raconte un peu donc, sur la vie des Rabbanim à Djerba, et surtout à l'époque que les Allemands, Yimachsheman, Bezechram, ils sont venus. Bon, ça a encore d'autres histoires à raconter, mais pour vous dire à la bataille l'origine un peu des histoires, et je me suis aussi référé au livre de Shoel Venishal de Rabbi Khalfoun. Mourav aussi, il raconte beaucoup sur les rabbanim de Djerba. Quoi qu'il arrive, on dit que Rabbi Khalfoun il est arrivé à un état de pauvreté, malheureusement très bas. Son fils Rabbi Khalfoun, il dit la pauvreté dans laquelle il est arrivé son père, c'est une pauvreté qu'on ne peut même pas imaginer. Il était tellement pauvre. Mais on dit malgré tout, malgré son état de pauvreté, il avait toujours l'œil, il veillait sur les nécessiteux et toutes les personnes qui sont dans le besoin. Alors il a déménagé à Zarzis et il a été accueilli avec, comme on dit, un grand accueil parce qu'ils ont vu en lui une personnalité très importante. Bien sûr, il a géré la communauté sur le côté spirituel. Il a mis en place beaucoup de choses et surtout au niveau des pauvres. Il avait un très bon contact avec les commerçants de la ville. On raconte beaucoup d'anecdotes. Alors, parmi les anecdotes qu'on raconte, il allait voir les épiciers. À l'époque, comment ça marche quand on achète de l'huile? Aujourd'hui, tout est prêt. Avant, on allait chez l'épicier, on amène avec nous un ustensile. Par exemple, on va acheter de l'huile. Et l'épicier, il avait des bouteilles d'huile. Il versait l'huile dans notre ustensile. Alors, en règle générale, quand on verse de l'huile, alors il n'y a pas tout qui descend parce que l'huile, donc il descend lentement. Et souvent, le client, il part, mais il n'a pas pris donc toute la quantité. Moreno Arabe, il est parti voir les épiciers, il leur a dit, regardez, maintenant quand les clients ils viennent chez vous, ils achètent de l'huile. Des fois, ou pas des fois, souvent, vous ne leur donnez pas tout ce qu'ils ont demandé. Vous ne le faites pas exprès, mais ça marche comme ça. Alors je vous demande, pour ne pas, hasvé shalom, tomber dans un problème de gezel, de vol, alors tout le reste qu'il y a dans le fond des bouteilles, alors est-ce que vous voulez qu'on les donne pour les pauvres? Ils ont été d'accord. Alors le Rav, il venait tous les vendredis, il ramassait, donc il prenait toutes les bouteilles, il prenait le fond de toutes les bouteilles, ou peut-être jeudi soir, comme ça il fait couler l'huile restante, et avec ça il distribuait aux pauvres. On raconte une fois, il était malade, le vendredi il était très dérangé, il dit comment je vais faire? Alors qui va s'occuper des Aniyim? Il a fait une fila Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, et il s'est levé, et il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Alors, entre autres, c'est marqué qu'il avait vu aussi avec les riches de la ville, il leur a dit, est-ce que vous voulez, ou plutôt je demande, qu'un pourcentage de vos bénéfices y passe pour les nécessiteux? Et effectivement, ils étaient d'accord, Baruch Hashem. C'était des gens de bon cœur. Ils ont dit, pas de souci, Kvodarav, un pourcentage de nos recettes, il sera destiné pour les Aniyim. On raconte une fois, à l'époque aussi, il y avait ce Aniyan de ce qu'on appelle aujourd'hui Qimhat Tibishat. De toute façon, c'est marqué de Sha'aruch. Aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc, c'est quelque chose qui est très propagé, réputé pratiquement dans toutes les communautés juives. Mais avant, il y avait ce système-là, mais comme on dit, toujours d'une manière discrète. Et le Rav, il organisait ce système de distribution de nourriture pour les fêtes, pour que tout le monde puisse faire la fête comme ils se doivent. Alors une fois, le Rav, il avait besoin du personnel pour qu'il vienne l'aider. Alors il a fait les courses, les achats, il est parti voir quelqu'un, il lui a dit, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes pour qu'on puisse ensemble donc distribuer, donner aux nécessiteux ce qu'ils avaient besoin.
Alors le monsieur a dit, écoutez, Kvod Arav, je suis très occupé, je suis dans mon affaire, je ne peux pas maintenant. Si vous voulez, en fin de journée, je viens vous donner un coup de main. Le Rav, il a dit, ala kifak, d'abras, fais ce que tu veux. À peine le Rav, il est sorti. Alors on raconte, le monsieur lui-même qui a raconté ça, c'est l'histoire qui était rapportée par Mouré Rav Rabbi Mazouz. Le monsieur, il marchait, il reçoit un clou dans le pied. Ah, il y avait du sang qui a coulé. Il a dit, oh là, tout ça c'est à cause du Rav. Et il est sorti très vite avec les Ya Rabbi Shalom, Ya Rabbi Shalom. Venez, venez, il n'y a pas de souci, je suis là, je ferme ma boutique, mon magasin, et je viens à votre aide. Alors on dit que le Rav, il avait toujours voulu donc aller dans la terre d'Israël et surtout, finir sa vie en Eretz Israël. Et le jour qu'il avait annoncé donc cette nouvelle, bien sûr, comme on dit, Ayn Bemar Bocha Velev Samer, les juifs de la communauté, d'une part, ils étaient contents pour le Rav parce que c'était son souhait. En plus, il est arrivé à un certain âge, mais d'autre part, les quitter, c'est pas quelque chose de simple. Mais bien sûr, c'était la demande du Rav, tout le monde était là, et pour l'aider à le faire. On dit que le jour de son départ, c'était une journée exceptionnelle. Pratiquement toute la ville s'est arrêtée. Je précise qu'il n'y avait pas seulement les juifs de la ville qui le respectaient, même les arabes. On dit que les musulmans de la ville, alors ils respectaient beaucoup Rabbi Shalom, ils voyaient en lui quelqu'un d'exceptionnel. Moi, c'est un témoignage d'un habitant de la ville. Je me rappelle, j'étais petit, il racontait toujours. Alors lui, c'était un arabe, il était toujours dans la communauté et donc il était chauffeur. Alors lui, quand les juifs parlaient, il dit, moi, je connais Rabbi Shalom à Kohen. Et maintenant, vous voyez, je suis un homme âgé, je suis costaud. Sachez, si je suis comme ça, c'est grâce à Rabbi Shalom. Vous voyez, j'ai pas de lunettes, je vois très bien et je suis en bonne santé. On a dit, pourquoi? Quel rapport? Il a dit, nous, on habitait à côté de la maison de Rabbi Shalom. Et Rabbi Shalom, quand il est sorti de chez lui à la maison pour aller à la synagogue, on connaît un petit peu les ruelles. Alors, il y avait des pierres partout. Il a dit, moi, quand je vois le Rav sortir de chez lui, je nettoyais toute la ruelle, je mettais de côté toutes les pierres pour que Rabbi Shalom, il avance sans aucun problème. Il a respecté un tel Rav. Bien sûr qu'on a eu des belles brachot et grâce à ça, j'ai une longue vie et je suis en bonne santé jusqu'à maintenant. Alors on dit que le jour de son départ, toute la ville a été mobilisée pour, comme on dit, faire ce qu'on appelle prida, se séparer de leur maître. Et on dit qu'il y avait, comme on dit, ben areno, besqeneno nelech. Il y avait les grands, les petits, les femmes, les enfants, tout le monde était là. Et avec la bousculade, on dit qu'il y avait une voiture qui avançait. Il y avait un petit qui courait. Chez Mishmor lo alev alechem, elle a écrasé le petit. Tout le monde a vu ça. Alors vite fait, on a essayé de voir l'état de l'enfant. Mais chez Mishmor, l'enfant, il est parti, il est niftar, il est décédé. La maman, on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Elle vient, elle voit avec la grande tristesse. Elle leur dit, s'il vous plaît, ne dites pas au Rav. Moi, je ne veux pas que le Rav, il va quitter donc notre ville et il va avoir un chagrin et ça va le travailler tout le long de sa vie que à cause de lui. Hasbi Shalom. Donc, l'enfant, il est niftar. Venez, on va se mettre à l'écart comme ça. Le Rav, il sent rien du tout. Mais le Rav, il était intelligent. Les rabbinim sont comme ça, ils font semblant comme s'ils ne voient rien, mais ils ont l'œil surtout. Et ils voient ce qui se passe. Ils toquent sur la fenêtre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, Rabbi, il n'y a rien. Il dit, non, il y a quelque chose. On lui a raconté, le Rav, il descend, et il voit le petit. Il le prend dans ses bras. Certainement, il a fait une baracha et tout. Et au bout de quelques minutes, il dit à la maman, Madame, prenez votre fils, Baruch Hashem, votre enfant, il est sain et sauf, il n'a rien du tout. Effectivement, il a transmis le petit, sur le champ, il commence à courir comme tout le monde, il continue donc sa journée comme tout le monde. Alors ce petit, on l'a appelé Bo Amrin. Il a 2 vies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était mort. Il était vraiment mort. Et le Rav lui a fait Tchiyat Amitim et il a revu. On raconte, alors le Rav, avant de sortir, il a annoncé à sa communauté. Il leur a dit, sachez que dans 20 ans, c'était en 1923 qu'il est parti, dans 20 ans, malheureusement, il y a les Allemands, les Marchiman, les Ikhram, ils vont venir, ils vont arriver au sud de la Tunisie, ils vont toucher la communauté juive, mais sachez qu'à Zarzis, il ne va pas arriver.
certes, sont venus, on connaît tous l'histoire avec Rabbi Khalfoun, ils sont venus, ils ont pris l'or, pratiquement 50 kilos d'or. Malheureusement, c'était un événement très très difficile pour la communauté. Et le Rav, il est parti, arrivé en Israël, et il est nefta sur place. Alors, monsieur Boamrin, quand il était en Israël, bien sûr, on lui a raconté l'histoire. Il a dit, j'ai envie de pèleriner, de visiter la tombe de mon maître. Et pratiquement, c'est lui qui l'a, pratiquement, il a revu. Il est parti, il a vu que la Matseva, la tombe, elle n'était pas, on va dire, comme il se doit par rapport au caveau du Rav. Il a pris en charge, il a dit, lui, il va donc investir, il va vraiment bien faire quelque chose de michoubad, d'honorable, il est parti voir un marbrier, il lui a dit, écoutez, voilà, je voudrais que vous préparez la tombe du Rav et tout. Et il lui a donné un acompte. Le lendemain matin, alors M. Boamrim, il vient chez l'artisan, il dit, voilà, je viens vous voir au sujet de la tombe du Rav, et vous donner la suite. Il dit, écoute, ne me donne rien du tout. Il dit, pourquoi je ne te donne rien du tout? Mais je vous ai donné qu'une partie. Il a dit, écoute, hier soir, quand je dormais, j'ai vu dans le rêve un homme, Hadrat Panim, avec une belle prestance. Il est venu me voir, il a dit, moi je suis Rabbi Shalom HaKohen. Alors le monsieur là, qui voulait s'occuper donc du marbre de la tombe, lui, c'est mon fils. C'est pourquoi son fils? Parce que c'est lui il est niftar, il a remis, il a fait Hayat HaMitim. Il a dit, s'il te plaît, la somme qu'il t'a donnée, elle est correcte. Si tu peux, comme on dit, le pardonner sur la suite. L'autre, il a dit, je vois le Rav dans le rêve. Pour moi, je suis prêt même à ne pas prendre d'argent. C'est un grand mérite. Et il dit à M. Boamrim, ne t'inquiète pas, je ferai le nécessaire et mes attachés, je ferai ce qu'il faut. Là, Rabotai, voilà, Rabotai Nachdushim, nos maîtres, c'est comme on dit, Or le'ainen Baruch Hashem, l'Akdusha, la Zdaqa, comment ils étaient, ils avaient tout. Quand des fois, malheureusement, on a l'argent, on oublie la Torah. Quand on a la Torah, on n'a pas la tête pour l'argent, ou bien on est un peu trop. Non, il n'y a pas. À partir du moment qu'on est sur terre, on a un devoir. Comme on dit, Torah, Derech Eres, là c'était, comme on dit, l'image de nos matriarches, שזכותם תגן בעדנו בעזרת השם ונזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.